Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actualis. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Amine Benmami, qui est enseignant à l'Université de Lille et doctorant en sciences politiques. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours et comment vous est venue l'idée et l'envie de faire un doctorat? Alors moi j'ai vécu 18 ans en Tunisie, là où ma famille habite en fait. Et je suis venu en France pour mes études. J'ai fait une école en fait où je faisais des sciences sociales, de la sociologie et de l'économie. Et mes études correspondaient au moment de la révolution tunisienne en fait. Je voyais les choses qui se passaient, des assassinats politiques, etc. Et dans ce moment-là, en fait, j'étais tombé sur Internet sur un leak d'un ouvrage du président de l'époque, Monsef Marzouki, qui parlait d'une structure qui s'appelait la Ligue tunisienne des droits de l'homme, dont il était président au début des années 90, et que cette structure, elle s'opposait, elle se battait avec le régime en fait. Et ça me fascinait parce que moi j'ai grandi dans un régime autoritaire où je ne pensais pas qu'il y avait des interfaces comme ça. Et à un moment, ça coïncidait à un moment où je me suis dit j'ai envie de faire une recherche sur mon pays en fait. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler sur la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Puis j'ai contacté en fait un des auteurs spécialistes de cette ligue en fait, qui m'a invité à travailler sur de nouvelles associations nées après 2011. Et c'est mon sujet de thèse actuel. Plus précisément, votre thèse porte sur les associations en Tunisie et leur rôle dans la transition démocratique. Absolument. Donc je vais quand même rappeler un petit point de contexte pour ceux qui nous regardent. Donc indépendante en 1956, la Tunisie va rapidement être considérée un petit peu comme un modèle dans le monde arabe au vu de ses avancées sociales, notamment en droit des femmes, avec l'interdiction du mariage forcé ou le droit à l'IVG par exemple. Pourtant en 2011, une révolution va éclater à la suite de l'immolation d'un vendeur ambulant qui va rapidement devenir le symbole des inégalités économiques du pays qui touchent majoritairement les populations à l'intérieur du pays. À ces inégalités régionales et sociales s'ajoute un chômage fort et un pouvoir politique corrompu et népotique que le peuple veut renverser. Et donc depuis 2011, la Tunisie passe pour un modèle de pluralisme dans le monde arabe avec une transition démocratique réussie. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du rôle de ces associations donc avant 2011? Les associations, c'est un terme assez générique pour décrire une variété de pratiques en fait, qui se passaient avant 2011, avec parfois des associations qui étaient en fait des courroies de transmission et des pions utilisés par le régime autoritaire, notamment dans les années 90-2000 en fait, pour contrôler la population, pour discipliner. Si vous voulez, un régime autoritaire, c'est un régime, une définition simple d'un régime autoritaire, c'est un régime qui n'aime pas des expressions dans l'espace public qui ne seraient pas sous son contrôle en fait. Avec l'idée que l'espace public est contrôlé par le régime autoritaire. Ce n'est pas un régime totalitaire, mais il contrôle l'espace public. Mais du coup, les associations, parce que c'est des gens qui se regroupent, c'est compliqué à accepter, et notamment des associations qui se mêlent un peu de politique. Et du coup, c'était compliqué de se mêler de politique, et moi je travaillais du coup, comme je disais, sur l'association de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, et les organisations de défense des droits de l'homme, qui étaient ces drôles de structures qui ont réussi à négocier une place pour se mêler un peu de politique, tout en étant plus ou moins tolérées par le régime, quoi. Et donc elles étaient souvent réprimées. Il y a beaucoup de leurs cadres qui ont eu des problèmes, mais ça a fourni un terreau d'opposants et d'un personnel politique qui va notamment exister après la Révolution, quoi. Et du coup, en 2011, l'armée se range du côté des manifestants, ce qui va contraindre le président de l'époque, donc Ben Ali, de fuir le pays. Quelques jours plus tard, un gouvernement de transition va être créé, donc qui exclut les membres proches du gouvernement. Et quel a été le rôle des associations à ce moment-là? Est-ce qu'elles ont fait partie de ce gouvernement de transition un petit peu? Alors du coup, comme je vous ai dit, ça dépend des associations dont on parle, mais comme elles fournissaient en fait, comme elles étaient souvent en fait un terreau d'opposants dans les partis, enfin, il y avait souvent des gens qui avaient une carte au parti d'opposition, à un parti d'opposition et à la Ligue. Ces gens-là ont pu occuper une grande place dans les gouvernements de transition et dans ce qu'on appelle la haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, qui était l'organe chargé d'organiser la transition, en fait, qui a été mis en place en mars-avril 2011. Et dans cette haute instance, qui était une sorte de parlement, en fait, beaucoup de cadres de la Ligue, des organisations féministes, de défense des droits de l'homme, etc., avaient été cooptés. Par ailleurs, il ne faut pas négliger, en fait, certes, c'est une révolution largement spontanée avec un mécontentement populaire général qui est ce qu'on appelle la révolution tunisienne,
Mais les sections locales de l'UGTT, voire de la Ligue des droits de l'homme, voire en fait tous les militants locaux rattachés à des tissus associatifs liés plus ou moins à l'opposition, ils ont pu jouer un rôle comme courroie de transmission dans l'autre sens, comme voie d'amplification en fait de la révolte, en filmant les révoltes, en accueillant, en donnant de la logistique, du matériel, etc. Pour donner de l'épaisseur à ces mouvements de contestation et pour empêcher que la police en fait les contienne complètement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé concrètement pour ces associations après 2011? Est-ce que vous avez des nouveaux moyens pour opérer? C'est une excellente question parce que comme je vous ai dit, un régime autoritaire, ça passe par un contrôle en fait de qui peut faire une association. Il y avait des lois très restrictives pour pouvoir lancer son association. On devait passer par l'autorisation en fait, du ministère de l'Intérieur, ce qui était compliqué à avoir, notamment quand on met les statuts et que les statuts sont pas, le ministère n'est pas d'accord avec. Et la police contrôlait les agissements. Eh bien, la haute instance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a créé un ensemble de décrets-lois qui libéralisent complètement en fait le fait de pouvoir monter un parti politique, le fait d'avoir un média et le fait de créer une association. Donc c'était autrement plus de moyens de lancer des programmes. Et il y a beaucoup des associations sur lesquelles je travaille plus ou moins, la Ligue tunisienne des droits de l'homme ou les vieilles associations féministes qui datent des années 80, qui ont enfin pu lancer des programmes sur le terrain après la Révolution. Et notamment, moi, ma thèse, elle porte sur les associations qui ont lancé des programmes d'envergure nationale pour observer les élections sur tout le territoire, pour observer directement le travail parlementaire, pour enquêter sur la corruption des élus, la corruption des hommes d'affaires. C'était impensable avant. Et maintenant, c'est possible. Ok. Et du coup, après 2011, elles ont eu un rôle important en politique. Et du coup, qu'est-ce qu'elles faisaient concrètement? Est-ce qu'elles continuent à dénoncer le gouvernement, etc., même après 2011? Alors oui, elles ont eu un rôle important qui est lié à plusieurs choses. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, mais c'est lié au fait que les financements européens et états-uniens pour accompagner la transition démocratique encourageaient le gouvernement à donner une place à la société civile pour surveiller, etc., les institutions de la transition. Ok, mettons ça de côté. Mais par ailleurs, j'essaye en ce moment de creuser comment ces associations ont imposé leur place, en fait. Ont imposé leur statut en tant que, par exemple, la révolution, c'est mettre en place une instance indépendante pour les élections, qui organise les élections, parce que les élections, c'était encore le ministère de l'Intérieur qui s'en occupait. Bien maintenant, c'est cette instance indépendante, et le grand acquis, c'est que des associations sont désormais accréditées pour observer, en fait, pendant la campagne électorale, pendant les élections, le travail de cette instance, si elle s'occupe bien des élections, et si elle ne dépasse... En fait, l'instance est chargée de surveiller le bon déroulement, et bien la société civile surveille ceux qui surveillent, en fait, si vous voulez. Et pareillement, je pense à une association qui a beaucoup fait parler d'elle, de petits jeunes, en fait, qui avaient notre âge, en fait, si vous voulez, qui, en fait, ont négocié leur place à l'Assemblée nationale constituante, d'abord en se faisant passer pour des journalistes, etc., mais en fait, leur travail de surveiller l'absentéisme, en fait, des parlementaires, leur discipline de vote, etc., produire des données, des live tweets de tout ce qui se passe à l'Assemblée, et bien ça fixait plein mal de bonnes pratiques qui orientent aujourd'hui le comportement des parlementaires. Et on ne peut pas penser la vie parlementaire tunisienne, qui malheureusement est gelée depuis le 25 juillet 2021, on y reviendra si vous voulez, on ne pouvait plus la penser sans cette association, par exemple. Ok. Du coup, vous avez parlé de l'aide internationale, et du coup, qu'est-ce qu'elles recevaient, ces associations, comme aide internationale, donc d'État, d'ONG ou d'institutions? Alors ça, c'est très intéressant comme question. Si vous voulez, dans le langage de la coopération, en général, on va tendre à considérer que dans un contexte de transition ou de reconstruction post-conflit, etc., il y a deux types d'aides. Il y a l'assistance financière, du coup des programmes de financement de la délégation de l'Union européenne, notamment, qui donne beaucoup d'argent. La Tunisie, je pense, est le principal partenaire de l'Union européenne en dehors de ses frontières en termes d'aide bilatérale / multilatérale. L'Union européenne, la délégation, du coup, et les États-Unis avec les aides du département d'État et de l'USAID. Du coup, voilà, une assistance financière qui est considérable, mais qui va se doubler souvent, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, de ce qu'on appelle l'assistance technique. C'est-à-dire que aujourd'hui, et ma thèse porte sur ça, il y a beaucoup d'experts internationaux en observation des élections, en termes de méthodologie, si vous voulez,
de bonne gouvernance ou d'évaluer le niveau de degré d'intégrité / de corruption en fait d'une institution, eh bien voilà, ce genre de bonnes pratiques, il va y avoir des formateurs qui vont interpeller les autorités, enfin les associations tunisiennes pour les former à ces bonnes pratiques en considérant que c'est les voies du succès pour être visible médiatiquement et être visible politiquement, mais également pour voilà, établir des expertises. Et ma thèse porte justement sur à quoi servent ces expertises justement. Parce que Ok. Et donc, vous l'avez évoqué, mais si on fait un bilan de cette transition démocratique, finalement, on peut peut-être pas vraiment dire que ce soit une réussite, puisqu'en juillet 2021, des manifestations antigouvernementales ont éclaté pour dénoncer notamment le manque d'anticipation de la crise du Covid et le blocage du Parlement à cause de querelles entre le président et le parti majoritaire à l'Assemblée. À la suite de cela, le président a pris à sa charge le pouvoir exécutif qu'il possède toujours. On ne peut donc plus vraiment parler de démocratie. Est-ce que pour vous, cette crise politique qui aurait en question donc, de démocratie en Tunisie, elle était inévitable? Et est-ce que vous voyez cela comme un échec des associations? Alors, échec des associations, je ne sais pas, parce que ces associations sont toujours actives et essayent d'improviser, de faire face au nouveau contexte et de rappeler à l'ordre cet exécutif, également législatif, qui est accaparé par un seul homme et qui est recentré autour du palais de Carthage, qui sont les vieux démons tunisiens, le palais de Carthage étant le palais présidentiel en fait. Et bon, ces associations en tant que telles ont porté à bout de bras parfois le processus constituant puis parlementaire et ont cru à la transition et à ce pacte avec les élections, la vie parlementaire, l'audition des groupes pour améliorer les élections, pour améliorer les lois électorales, pour améliorer le fonctionnement parlementaire. Elles ont joué un rôle très important, les associations que j'étudie, sur ceci. Mais en tant que tel, est-ce que ça a été leur échec ou bien plutôt l'échec d'une vie politique, une vie partisane largement népotique comme vous disiez tout à l'heure, qui était gangrénée par des logiques de corruption, des logiques de clientélisme et gangrénée fondamentalement surtout par, franchement, par l'argent sale en fait. Par le fait que beaucoup de financements étrangers, de puissances voisines, etc., se sont mêlés de cette vie électorale tunisienne et ont déconnecté durablement le personnel politique, notamment le personnel politique parlementaire, des préoccupations quotidiennes des gens. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, on vous souhaite beaucoup de chance pour votre thèse et que votre travail et vos efforts soient couronnés de succès. Merci. Donc, merci beaucoup et au revoir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'Actualis.